Alors, Jean-Martin trouve ça difficile de parler d'économie. Imaginez de parler de constitution un jeudi soir à 8 heures. Je me souviens d'ailleurs, un de mes premiers discours en campagne électorale, j'avais essentiellement parlé de constitution dans un de mes discours et je commençais en politique, de sorte que j'avais eu un discours plus de nature d'un professeur d'université, parce que j'étais chargé de cours à ce moment-là à l'Université d'Ottawa. Et il y a un de mes collègues qui m'avait écrit le lendemain pour me dire « Tu sais, Alex, tu ne gagneras pas tes élections si tu parles de constitution. » Ce soir avec vous, c'est à moi que revient la tâche de vous parler du plan pour un Québec souverain, du plan Marois. D'abord, il faut se rappeler que, évidemment, le temps a changé depuis 1995, mais nous avons un droit, et nous avons maintenant le droit de nous séparer sans aucune hésitation juridique. Dans le renvoi sur la sécession, il y a à boire et à manger, mais pour nous, les souverainistes, qu'on doit surtout retenir, c'est qu'en droit interne, nous avons le pouvoir de faire la souveraineté du Québec. Il n'y a plus d'ambiguïté juridique là-dessus. Nous avons, en droit interne canadien, le droit de faire la souveraineté du Québec. Oui, il pouvait rester une certaine interprétation judiciaire, c'est en vertu du droit international public. Et cet été, on a obtenu un jugement, je dis on, parce que tous les mouvements souverainistes peuvent s'y rattacher. Il y a une décision de la Cour internationale de justice qui est venue confirmer qu'il n'existait rien en droit international public pour interdire la souveraineté d'un État. Alors, nous avons le droit en droit interne, nous avons le droit en vertu du droit international, alors tout ce qui nous manque, c'est la volonté du peuple québécois, et c'est là-dessus que nous devons travailler. Le plan pour un Québec souverain, le premier élément du plan, c'est de faire respecter nos compétences et c'est de mettre notre pied à terre. Il y en a qui disent, mais pourquoi vous avez écrit ça dans le plan, l'importance de faire respecter nos compétences, ça va de soi? La raison pour laquelle on jugeait nécessaire d'inscrire dans le plan, ça je trouve ça fantastique, parce qu'à chaque fois que j'entends un bébé comme ça, j'ai toujours le réflexe d'aller me précipiter, soit pour lui donner une couverte, la suce, la changer de couche. Je suis un jeune papa avec une fille de 4 mois, et je suis sûr que Jean-Martin a exactement le même réflexe que moi. Alors, je disais que le premier élément du plan pour un Québec souverain, c'est de faire respecter nos champs de compétences. La raison pour laquelle c'est important pour le mouvement souverainiste de réitérer l'importance de respecter les compétences qu'on a déjà à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce que le gouvernement actuel ne le fait pas. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des litiges avec le gouvernement d'Ottawa, lorsqu'on regarde la facture que le gouvernement fédéral nous doit, et là, évidemment, il y a une liste qui varie toujours entre 5, 6, 7, 8, 9 milliards, tout dépendamment de l'actualité. Mais le plus gros litige, celui que tout le monde connaît maintenant et que nous parlons depuis de nombreuses années, c'est certainement le litige sur l'harmonisation des taxes. Quelle aberration! Le gouvernement fédéral a compensé toutes les autres provinces, sauf le Québec. Mais les sommes qui sont liées à ça sont tellement importantes. L'harmonisation, c'est 2200 millions. 2200 millions. Là, vous virez ça de bord comme vous voulez, 2,2 milliards, mais 2200 millions, on dirait que c'est plus fort encore. 2200 millions, c'est énormément d'argent. Et c'est un des exemples où, évidemment, le gouvernement actuel ne mène pas bataille. On le voit bien en Chambre, Bernard ou Mme Marois, ou les deux, ont demandé au gouvernement Charest, mais en campagne électorale, qu'allez-vous exiger du gouvernement fédéral, qu'allez-vous exiger de Harper, du Parti libéral, etc. Le gouvernement actuel n'a même pas été capable de réitérer les demandes de nature économique. Là, je vous parle du 2,2 milliards. Vous avez sûrement vu dans le budget de l'année dernière, c'est probablement dans le budget encore actuel, il y a un avantage qui est donné à l'Ontario de 250 millions en ce qui a trait à leur traitement pour Hydro One par rapport à Hydro-Québec. Mais essentiellement, quand on fait l'addition des sommes des litiges financiers avec le gouvernement fédéral, on arrive facilement à 8 milliards de dollars. Alors, lorsqu'on dit que le premier élément du plan pour un Québec souverain, c'est de faire respecter nos compétences, c'est de mener les batailles avec le gouvernement fédéral, c'est certainement de mener, entre autres, les litiges, les batailles liées aux litiges financiers. Le deuxième élément du plan, c'est de dire non seulement on va défendre notre territoire, donc protéger nos compétences actuelles, mais en plus, il faut acquérir de nouvelles compétences. Puisque nous sommes souverainistes, ce qu'on veut, c'est la souveraineté du Québec, donc tous les pouvoirs. Mais il y a certainement des pouvoirs qui, dans la vie quotidienne des gens, feraient toute la différence si c'était Québec qui les gérait. Puis là, on a essayé de tourner ça de toutes sortes de façons. Ce qu'on a essayé de faire, finalement, c'est d'inscrire la démarche du plan pour un Québec souverain dans la vie réelle des Québécois. Puis, ce que j'essaye de faire, c'est qu'au lieu de parler des pouvoirs à rapatrier, j'essaie de partir de cas précis. Puis là, je vous donne un exemple. Demain matin, je vais être en entrevue à Radio X, et le sujet de l'entrevue, c'est un homme qui a dû vendre sa maison
qui a malheureusement perdu sa femme, qui est victime du cancer. Il a perdu son emploi et se retrouve du jour au lendemain sans un sou. Il se retrouve sans un sou parce que le régime d'assurance chômage l'a largué, parce qu'après 16 semaines, cette personne-là n'a plus droit à rien. Donc, l'assurance chômage ne prévoit pas les cas de maladies graves au-delà de 16 semaines. Alors nous, le monsieur se tourne vers moi parce que c'est un citoyen de la circonscription de Lac-Saint-Jean, mais évidemment, ce type de cas-là est partout à travers le Québec, et me demande « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? » Malheureusement, dans ce genre de situation-là, c'est la loi sur l'assurance chômage. Alors là, un des pouvoirs que nous souhaitons rapatrier, nous, au Québec, et qui est inscrit dans le plan pour un Québec souverain, c'est l'assurance chômage, c'est la Caisse assurance-emploi. Le Bloc québécois mène un travail tout à fait extraordinaire, année après année. Ça fait 2 projets qu'il dépose à la Chambre des communes à Ottawa. Il propose, entre autres, de modifier la loi sur l'assurance-emploi pour mettre fin au délai de carence de 2 semaines. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que tant et aussi longtemps que la Caisse assurance-emploi va être gérée à Ottawa, nous, à Québec, on ne pourra pas mener les batailles nécessaires et ajuster les demandes pour répondre à des besoins réels des Québécois. Alors, si nous, comme mouvement souverainiste, souhaitions donner suite à ça, bien, par exemple, on ne peut pas le faire, on est limité parce que c'est une compétence qui est gérée par le fédéral. Évidemment, notre collègue Jean-Martin avait aussi proposé le rapport d'impôt unique. S'il y en a qui souhaitent en connaître davantage, peut-être poser des questions un peu plus tard. Mais la Caisse assurance-emploi fait partie des pouvoirs que l'on souhaite rapatrier à Québec. Je vous donne un autre exemple. Je suis interpellé aussi par une jeune Inuit qui s'appelle Olivia Aiki, qui habite à Coudjouac. Peu d'entre vous êtes sans doute allés à Coudjouac. C'est assez rare qu'on va acheter une pinte de lait là. D'ailleurs, elle est tellement chère, vous êtes aussi bien de l'acheter ici, ça je vous le jure. La situation, la pire crise sociale au Québec est certainement vécue sur les territoires inuits. Ils ont le plus haut taux de suicide. 30% des enfants font l'objet d'une dénonciation à la DPJ. Fait que, bref, quand vous regardez un groupe de 10 jeunes dans une école secondaire, dites-vous qu'il y en a 3 sur 10 là-dedans qui ont malheureusement fait l'objet d'une dénonciation à la DPJ. Ils ont un taux d'alcoolisme, drogue, etc. nettement plus élevé. Mais leur plus gros problème, c'est qu'ils vivent entre 12 et 15 personnes dans le même logement. Alors là, vous pouvez imaginer tous les problèmes que tout ça comporte. Alors là, comment nous, à Québec, on peut aider ces gens-là? Moi, je suis interpellé par cette jeune dame, Olivia Aiki, qui me demande de travailler pour elle, puis de faire en sorte qu'on construise des logements sociaux. Alors là, c'est un autre exemple où c'est le fédéral qui a la compétence pour la construction des logements sur les territoires inuits. Encore là, on ne peut absolument rien faire. Nous, à Québec, on ne peut pas mettre fin à la loi sur les Indiens, qui est carrément une loi qui maintient une situation d'apartheid pour les Autochtones québécois. Et malheureusement, c'est le type de situation, c'est le type de menottes qu'on nous fait porter parce que, justement, on n'a pas les pouvoirs nécessaires pour pouvoir y donner suite. Le plan pour un Québec souverain, on veut l'inscrire à partir de problèmes concrets. Vous avez sans doute suivi tout le débat sur les écoles passerelles. Qu'est-ce qui serait arrivé si on avait, par exemple, rapatrié tous les pouvoirs en matière de langue? On le sait qu'à l'heure actuelle, on est lié par la Constitution canadienne sur la langue. Le jugement de la Cour suprême fait référence à l'article 23 de la Constitution, ce qui est venu empêcher le Québec, est venu déclarer invalide la loi québécoise. Tout ça pourquoi? À cause de la loi fédérale. Encore là, on est menotté, on n'a pas les marges de manœuvre que l'on souhaite pour, par exemple, procéder de la sorte. Même chose avec les accommodements raisonnables. Le Parti québécois a proposé sa solution aux accommodements raisonnables, mais dès le premier jour où nous la mettrons en œuvre, donc modifier la Charte québécoise des droits et libertés, notre proposition sera vite en confrontation avec la Charte canadienne. Ce que j'essaie de vous dire finalement, c'est que peu importe le sujet qu'on prend, peu importe l'enjeu, on finit toujours par se retrouver avec une confrontation avec le gouvernement fédéral. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réglera pas ce cœur, le cœur du problème, qui est celui de faire la souveraineté du Québec, on finira toujours par tourner en rond. Parce qu'en bout de course, on finit toujours par se rendre compte qu'on n'a pas les marges de manœuvre nécessaires pour avoir tous les moyens pour vraiment répondre aux aspirations puis aux besoins des Québécois. Je veux que vous sachiez, on me dit qu'il me reste seulement que 3 minutes, en terminant, que le Parti québécois met également beaucoup d'efforts à l'international. Beaucoup d'efforts parce qu'on sait que
Évidemment, on peut faire la souveraineté en droit interne. Il n'y a rien au niveau international qui nous l'empêche non plus, mais ça va prendre la reconnaissance des pays étrangers. On met énormément d'efforts en France, en Écosse, en Espagne, et on espère bien évidemment aller chercher l'appui. Mais tout récemment, puis c'est important de prendre conscience à quel point le monde autour de nous est en train de changer. Toute l'Afrique du Nord, qui aurait pu prévoir, même à l'automne dernier, tous les changements qui sont en train de se produire en Afrique du Nord présentement? Personne. Moi, j'étais à l'université d'été du Parti socialiste cet été. J'étais assis à côté d'un des leaders de l'opposition à Ben Ali, qui était le président déchu, qui est le président déchu maintenant, et lui-même, qui était un des chefs d'un parti d'opposition, ne voyait pas le jour où il réussirait à se débarrasser de Ben Ali. J'ai mangé avec lui à l'Assemblée nationale à la fin du mois d'octobre. Et même à la fin du mois d'octobre, il me disait, d'ailleurs, Bertrand l'a rencontré, on l'avait croisé, Bertrand, ensemble dans les marches à l'Assemblée nationale, et même lui, à ce moment-là, était incapable de prévoir tout ce qui allait se passer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on doit rester à l'affût, parce que le changement, le vrai changement est peut-être beaucoup plus près qu'on pense. Il faut rester prêt, il faut se motiver, parce que c'est chacun d'entre nous qui avons ce pouvoir-là, parce que le vrai pouvoir du peuple, il s'est exercé ailleurs et il peut sûrement s'exercer ici aussi. Merci beaucoup. Bonsoir.